Édition spéciale. Nous prenons l'antenne un petit peu plus tôt que prévu parce qu'il s'est passé quelque chose ce soir dans le 10e arrondissement. We begin with breaking news coming in from Paris. A terror attack in one of the most famous tourist spots. This is an attack on all of humanity and the universal values that we share. Il y a plusieurs dizaines de tués, beaucoup de blessés. C'est une horreur. Liberté, égalité, fraternité. J'ai entendu plusieurs détonations, des coups de feu violents et des policiers qui demandent à tous les passants d'évacuer les lieux. On n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Oui, et puis quand on rentrait effectivement après les cafés, on a rejoint les cafés, etc. Victor Roire, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit un livre remarquable, Comment pourrais-je pardonner ? Vous étiez au Bataclan, le soir du 13 novembre 2015. Vous racontez ce qui s'est passé, vous racontez en détail, et c'est dans toute cette horreur. Vous avez été vous-même touché gravement aux jambes. Heureusement, on ne vous compte pas parmi les morts, et maintenant ça va bien. Vous avez retrouvé effectivement le pouvoir de marcher, etc. Mais non seulement vous racontez, mais vous êtes aussi, vous réfléchissez, et avec 5 ans et demi après la tuerie, vous réfléchissez très très fortement dans ce livre, et vous dites j'ai pas envie d'être tolérant avec les ennemis de la tolérance, j'ai pas envie de donner la liberté aux ennemis de la liberté. En fait, c'est bien après, évidemment, sur le moment, c'est l'horreur, votre vie est en danger, l'hôpital, la rééducation. Et c'est venu comment, cette réflexion ? Au fur et à mesure du temps, c'est le temps qui a fait son œuvre, comme on dit ? Oui, alors tout d'abord, donc la convalescence a été très longue et éprouvante, que ce soit physiquement, psychologiquement, moralement. Et du coup, voilà, de cette convalescence est venue une réflexion ensuite, voilà, pour essayer d'analyser, de comprendre en fait ce qui m'était arrivé et ce qui était arrivé à toutes les victimes, comment un massacre d'une telle ampleur avait-il pu se produire. Et voilà, suite à ça, je me dis, voilà, j'ai une réflexion, j'ai envie de parler de choses, voilà, d'essayer de comprendre en fait tout simplement. Tout simplement ce qui est arrivé. Juste un mot quand même sur cette nuit-là. Vous en parlez dans votre livre. Vous avez eu vraiment le sentiment que votre dernière heure est arrivée. Qu'est-ce qu'on sent à ce moment-là ? C'est fini, on dit oui, comme tout le monde, ça va, on va y passer. C'est quoi ? Alors c'est un sentiment absolument terrible, terrifiant, parce que comme j'étais blessé et je me trouvais infos, j'étais pris au piège. Je ne pouvais rien faire hormis une intervention. Et en fait, j'entendais des coups de feu isolés, en fait, comme si c'était une exécution qui était en train de se produire. Et donc là, je me dis, c'est terminé. Enfin, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus m'échapper. Et donc, je commence à envisager effectivement la vie d'après. Oui, parce que vous êtes croyant et que... Oui, je suis catholique. C'est vrai que je ne suis pas très pratiquant, mais j'ai une croyance une foi énorme en revanche. Et à ce moment-là, voilà, c'est terrible. Je pense à mes parents, mon frère, ma famille, mes amis. Enfin, voilà. Vous avez vraiment pensé à cette vie-là. Enfin, oui, vraiment. Et en fait, il y a une sorte de pas d'abandon, mais c'est terrible. Enfin, on perd totalement. Comment dire, la rationalité des choses. Voilà, on espère juste en fait à partir de ce moment-là que ce sera rapide et qu'il y aura plus de souffrance supplémentaire. Mais le pire dans tout ça, enfin la pire souffrance psychologique pour moi à ce moment-là, c'est quand je pense à mes parents, ma famille, c'est de me dire dans quel état doivent-ils se trouver à l'heure actuelle à ce moment-là. Et ça a été absolument terrible. Et au-delà de la souffrance physique qui était énorme aussi, parce que vous étiez touché aux jambes et que vous perdiez votre sang, etc. Et donc, effectivement, vous racontez comment vous avez été sauvé, comment on vous a extirpé de là, l'hôpital, la rééducation. Et là, vous avez commencé à parler, c'est la seconde partie de votre livre qui est tout aussi intéressante, c'est que vous dites, mais au fond... ils veulent non seulement de mort. En fait, ce n'est pas simplement, effectivement, ce qu'il y a eu ailleurs, les guerres, Syrie, Irak et compagnie. Il y a que cette civilisation, notre civilisation de valeurs, non seulement ils n'en veulent pas, mais ils veulent l'éradiquer, quelque part. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, on savait déjà depuis un petit moment que la problématique du terrorisme islamiste était évidemment lié en partie au contexte géopolitique de l'époque, donc irako-syrien, mais
on savait que, on l'avait vu notamment avec Charlie Hebdo, que beaucoup d'actes terroristes avaient déjà été commis et avaient été commis par des personnes nées ou qui avaient habité en France, enfin qui avaient un lien en tout cas, voilà, et donc qui avaient retourné les armes contre la France, donc contre le pays dans lequel ils avaient grandi. Donc ça posait déjà un certain nombre de questions. Donc bon, au fil des attentats, mon livre, voilà, vous parlez des attentats qui ont suivi, le 14 juillet à Nice, et puis beaucoup d'autres. Les égorgements à Saint-Étienne-du-Vouvray, des policiers, etc. Vous en parlez dans votre livre. Exactement. Et en fait, ce qui me frappe à ce moment-là, donc quand je vois la succession des attentats, c'est finalement les ressemblances. Parfois entre le profil des terroristes, des assaillants, où on constate quelques dysfonctionnements, alors que ce soit administratif, au niveau des renseignements ou au niveau de la justice. Bon, il ne s'agit pas du tout de critiquer ces institutions d'une manière générale, que je respecte totalement. Et d'ailleurs, on peut poser des questions. Mais on peut poser des questions là-dessus. Je cite pas mal d'exemples. Par exemple, pour l'attentat du marché de Noël de Strasbourg en 2018, on s'aperçoit que le djihadiste qui commet cet acte avait été condamné à 27 reprises. Donc, moi, je me pose la question, comment peut-on être condamné à 27 reprises et ne pas être en prison à ce moment-là? J'essaie de poser tout simplement des questions de bon sens, même si voilà, je n'ignore pas quelque part le fonctionnement de la justice, tout ça, c'est pas nouveau, mais on pose quand même des questions, surtout quand il s'agit d'actes aussi graves. Manuel Valls aussi, par exemple, avait reconnu, après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, avec l'assassinat du père Hamel, que l'un des djihadistes en fait, avait été libéré et que ça avait été un échec. Il avait été libéré par la justice et il avait clairement dit c'est un échec. Il avait assumé là-dessus, mais bon, ce sont des mots assez forts. Mais voilà, et à chaque fois, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours quelque chose et on se disait peut-être que ça aurait pu être évité. Ouais. On peut se poser la question, surtout que quand vous parlez valeurs et civilisation, il y a eu un communiqué. Le lendemain même, le 14 novembre, l'État islamique revendiquait les attentats, comme vous le savez. Et voici, je voudrais quand même que, pour les auditeurs de Sud Radio, pour vous, Victor Ouart, et réciter, dire ce texte qui n'est pas très long, qui a été lu par Fabien Klein. Fabien Klein qui avait rejoint l'État islamique et qui a été tué, je crois, en Irak. Voilà. Dans une attaque bénie dont Allah a facilité les causes, un groupe de croyants des soldats du califat, qu'Allah lui donne puissance et victoire, a pris pour cible la capitale des abominations et de la perversion, celle qui porte la bannière de la croix en Europe, Paris. 8 frères, porteurs de ceintures d'explosifs et armés de fusils d'assaut, ont pris pour cible des endroits choisis minutieusement à l'avance au cœur de la capitale française, le Stade de France lors du match des deux pays croisés, la France et l'Allemagne, auquel assistait l'imbécile de France, François Hollande, le Bataclan où étaient rassemblés des centaines d'idolâtres dans une fête de perversité, ainsi que d'autres cibles dans le 10e, 11e, 18e arrondissement, et ce simultanément. C'est quand même intéressant. Donc vous, qui étiez là, vous êtes un idolâtre. Pour eux, vous êtes un idolâtre dans une fête de perversité. Ça en dit quand même long sur, effectivement, l'éloignement et l'angélisme peut-être d'un certain nombre de gens vis-à-vis de ça. On le voit aujourd'hui avec les talibans modérés en Afghanistan. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors forcément, après la lecture de ce communiqué, on se rend bien compte évidemment que l'idéologie politique, l'islamisme dont ils sont imprégnés, voilà, est absolument d'une intolérance totale vis-à-vis de tous nos croyants, ceux qu'ils appellent les mécréants. Et donc forcément, je pense que ça pousse à la réflexion. Quand on sait que malheureusement, je ne parle pas forcément que d'actes terroristes, mais en termes d'idéologie, on sait malheureusement aujourd'hui qu'en France, il y a malheureusement de nombreuses personnes qui adhèrent et qui sont influencées par des personnes qui sont adeptes de cette idéologie, qui la répandent, qui véhiculent justement la haine. Du coup, ce sont des discours de haine. Et j'ai été par exemple frappé de découvrir pendant ma convalescence le nombre de fichiers S pour radicalisation. Ouais. Je suis pendant ma convalescence, les attentats se succèdent, donc je suis pris d'effroi évidemment, c'est par la situation, non seulement par mon état, parce qu'il m'est arrivé au Bataclan, mais aussi par la situation politique et le contexte que tous les Français sont en train de vivre. Et je découvre le chiffre, et le nom, et à l'époque, Manuel Valls disait qu'ils étaient 10 500. Oui, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien quand on imagine que, certes, tous ne sont pas des terroristes en puissance, mais ça laisse songeur sur le nombre
capable de passer à l'acte. Alors j'aimerais, Victor Roire, avoir votre réaction, parce que vous parlez à la fin, je dirais pourquoi, je vous poserai la question pourquoi, pour vous, ce livre, vous voulez provoquer, vous voulez dire quoi avec ce livre, au-delà du témoignage. En fin janvier 2016, j'étais à New York, j'avais rencontré Donald Trump, à l'époque candidat à la présidence des États-Unis, candidat républicain, et nous avions parlé de Paris, c'était 3 mois, donc 2 ou 3 mois après les événements du 11e arrondissement et du Bataclan. Écoutez. What is? Could you precise, please? Could you elaborate? If you look at what's happening with certain sections of Paris, they didn't exist 20, 25 years ago, and people don't view it the same. And then you look at the horrible event that took place 2 months ago. Yeah. You said that if people were armed, it would be. You are for arming people? You have very strong gun control, right? So that the only people that had the guns in those rooms where the people were savagely killed were the people, the bad guys. And in Paris you have among the strongest gun controls in the world. Well, there were no guns to shoot back. If bullets were going in the opposite direction, you wouldn't have had the problem that you had. Alors qu'est-ce qu'il dit, Donald Trump? C'est intéressant, évidemment, du point de vue américain. Il dit, d'abord, je comprends pas Paris, moi j'adore Paris, mais il y a des quartiers où on ne reconnaît plus Paris. Et puis, à propos, effectivement, du Bataclan, il dit, il y a une chose que je comprends pas, d'accord, vous avez le contrôle des armes, vous avez le plus sévère, enfin, le règlement, la réglementation sur le port d'armes est le plus sévère. Mais attendez, qui avait donc les bad guys, les mauvais, qui étaient armés? Eh ben les mauvais. Qui étaient totalement désarmés? Les autres. Il dit, moi je veux bien que vous ayez le contrôle des armes, mais peut-être que s'il y avait eu 1 ou 2 personnes qui avaient répliqué, peut-être qu'il y aurait eu beaucoup moins de morts et de blessés. Et juste, il avait ajouté, écoutez, moi j'ai une arme sur moi, j'aurais été au Bataclan, j'aurais tiré, peut-être que je me serais fait descendre, mais au moins j'aurais tiré. Je voudrais juste avoir votre sentiment là-dessus, Victor Roire. Alors, Donald Trump évoque de son point de vue forcément comment dire, un droit qui lui paraît évident, puisque c'est le deuxième amendement américain, donc c'est vrai une différence culturelle par rapport à ça, mais je vois où ils vont en venir, et effectivement la question peut se poser. Bon, moi après je pense, voilà, et c'est mon point de vue de France, je pense qu'il y a, ça évoque un autre sujet qui peut être mis en relation d'ailleurs là-dessus, c'est qu'en fait, oui effectivement, les armes donc sont contrôlées en France normalement, enfin en tout cas pour le commun des mortels. Ce qui n'est pas normal, c'est évidemment que par exemple, dans certaines cités, on sait que beaucoup de trafiquants ou beaucoup d'islamistes sont armés. Et c'est ça qui n'est pas normal. C'est le 2 poids 2 mesures entre, on va dire, la facilité qu'ont ces groupes, enfin ces membres radicaux de se produire des armes, alors qu'effectivement, le citoyen, on va dire lambda, ne peut pas forcément se défendre. En tout cas, si, heureusement, évidemment, la police fait un travail formidable et est là, mais effectivement, ça pose des questions là-dessus. Donc, je suis assez forcément, comment dire, c'est réservé sur cette possibilité, mais effectivement, non, mais la question peut être posée. Et d'ailleurs, je rebondirai là-dessus, puisque François Hollande avait répondu plus tard à Donald Trump. Alors, je ne sais plus si c'était exactement sur ses propos ou sur d'autres propos, mais qui concernaient Paris. Et le président de l'époque, le président de la République, avait dit mais ici, en France, on ne tire pas sur la foule. Donc évidemment, je comprends l'allusion qu'il faisait en parlant certainement des fusillades à répétition dans les écoles américaines, sauf qu'en l'occurrence, j'étais à l'hôpital à ce moment-là, je subissais une nouvelle greffe osseuse, et donc j'avais été choqué par les propos du président de l'époque. En France, monsieur le président, on tire sur la foule, la preuve. Donc c'était que m'est-il arrivé, monsieur le président? On se retrouve tout de suite après ceci. Victor Roire, comment pourrais-je pardonner? Un livre paru aux éditions de l'Observatoire, un livre très fort, et il donne son témoignage. Il était au Bataclan, il a subi une fusillade dans les jambes, il a mis des années, des mois en tout cas à récupérer. Maintenant il va bien, tant mieux, et puis il a effectivement des enseignements à tirer. En fait, Victor Roire, sur votre livre, vous voudriez que le lecteur sorte avec quel sentiment, quelle conclusion? Alors d'abord qu'ils se rendent compte de la violence que nous avons subie ce soir-là, enfin le choc que ça peut représenter. Donc qu'ils sortent, disons, voilà, forcément, je dirais touchés par ça, en tout cas concernés par ce genre d'événement, parce que malheureusement, et je le sais désormais, ça peut arriver à tout le monde.
C'est la première chose, je pense qu'il faut. Oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Non, voilà, exactement. Et sinon, j'aimerais qu'il ait le sentiment, voilà, de quelqu'un qui en fait parle, voilà, en âme et conscience, quelqu'un meurtri aussi bien dans sa chair que dans son âme, mais qui reste, je pense, mesuré et qui essaye tout simplement d'apporter des réponses à ces questions sur différents aspects. Donc évidemment sur la lutte antiterroriste, qu'il s'agisse d'un point de vue de la justice, de l'enseignement, de l'administration, mais aussi un peu plus loin, c'est-à-dire de quelqu'un qui a essayé, voilà, de pousser la réflexion, on va dire d'un point de vue, je dirais, philosophique, politique, pour essayer d'apporter des solutions en dépit de toute considération politique. C'est-à-dire que je pense que c'est un sujet qui doit concerner vraiment l'ensemble de la population, parce que c'est un danger. Enfin, je considère que c'est un danger vraiment qui ne cesse malheureusement de s'accroître. Et des décisions sont prises et on essaye des choses, mais je pense que le cœur du problème, c'est ça. Il faudrait vraiment une prise de conscience avec un débat en profondeur en fait sur tous les aspects de cette question, pour qu'on puisse, mais dans un débat contradictoire et apaisé, trouver tous ensemble des solutions. Et en fait, ce que je déplore et regrette, c'est que j'ai eu cette impression quand les attentats se sont succédés, c'est que finalement, on éludait certaines parties, ou alors on voulait considérer finalement ces actes terroristes comme pas des faits de droit commun, mais d'un point de vue purement, factuel, et pas forcément d'un point de vue idéologique. Des faits divers, presque. Enfin, presque des faits divers. Voilà, donc pas quand il s'agit de tuer de masse comme ça, mais finalement, on s'est aperçu ensuite, lors de certains attentats, qu'on ne voulait pas forcément au départ. On prenait le maximum de précautions pour pas le qualifier tout de suite d'attentat islamiste, tout ça. On parlait souvent de déséquilibré, on utilisait ce genre de termes. Mais au final, voilà, parfois j'ai l'impression que certaines expressions servaient un peu à masquer justement peut-être l'embarras. Alors Victoire, vous restez avec nous. Nous allons maintenant recevoir l'une des personnes qui a le mieux suivi tout cela, c'est Georges Fenech, ancien député, ancien magistrat. Il est aujourd'hui consultant à CNews et il a effectivement dirigé la commission d'enquête parlementaire sur les attentats du 13 novembre. On en parle avec lui et vous restez avec nous. Édition spéciale. Édition spéciale consacrée à ces fusillades qui ont éclaté dans la soirée à Paris, a priori. Selon plusieurs témoins, une fusillade aurait eu lieu alors qu'il y avait un concert. D'abord rue de Charonne, rue Bichat et autour d'une salle de spectacle au Bataclan. Qu'est-ce qui se passe? Mes chers compatriotes, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. L'état d'urgence sera décrété. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Vive la République et vive la France. État d'urgence, fermeture des frontières. Oui, non, c'était pas le Covid, c'était le terrorisme. Un autre genre de terrorisme au moins aussi nocif que le virus. Et on en parle justement avec Victor Rouart, et on reçoit, et j'ai le plaisir de recevoir Georges Fenech. Georges Fenech qui a coproduit, en tout cas qui a écrit ce film. Si vous ne l'avez pas vu sur Arte TV, il faut le voir en replay sur Arte TV. Ça s'appelle Les Ombres du Bataclan. Et c'est vraiment très très instructif. Et surtout lire le livre de Georges Fenech, Bataclan, Paris, Stade de France, le procès. Et oui, le procès, comme vous savez, qui a commencé hier et qui va se poursuivre au palais de justice pendant 8 mois, au moins en tout cas jusqu'en mars, qui paraît aux éditions du Rocher. Et c'est un livre très complet, en tout cas, avec tous les témoignages, avec les témoignages des victimes, les témoignages des responsables, les témoignages effectivement d'un certain nombre de politiques, la police, etc. Il est très complet et effectivement, il permet de se poser un certain nombre de questions que nous allons faire. Mais auparavant, je rappelle, juste comme ça, très rapidement, cette nuit maudite, cette nuit incroyable du 13 novembre 2015, ça a commencé à 21h20 au Stade de France. Voilà, 21h20, Stade de France, on entend cette explosion. Et au bout de quelques minutes, on entend le speaker du Stade de France qui dit ceci. Mesdames, Messieurs, chers supporters, on va demander de garder votre calme, de ne pas laisser
Et à 21h25, à Paris, en plein Paris, dans un restaurant qui s'appelle le Petit Cambodge, il se passe ceci. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat. Comment ça s'est passé? Je sais pas, il y a des gens qui étaient dans le restaurant, des gens dans la rue, il y a quelqu'un qui est arrivé avec une mitraillette et qui a commencé à tirer sur tout le monde. Et oui, et puis un quart d'heure plus tard, 15 minutes plus tard, 21h40, au Bataclan, des 1500 personnes étaient venues pour écouter les Eagles of Death Metal, un grand groupe de rock. Et à la cinquième morceau, on entend ceci. Voilà. Et là, tout le monde, évidemment, le monde entier en parle très vite. Édition spéciale, pas seulement évidemment à Paris, mais dans le monde entier, pardon. Édition anglaise, américaine, écoutez. Good evening. Reports are coming in of a number of attacks in Paris. 2 explosions at the National Stadium, a shooting in a restaurant, and possibly another shooting in a concert hall. Voilà, shooting concert hall, évidemment, c'était le Bataclan. Et enfin, donc, François Hollande, président de la République, prend la parole. Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. C'est une horreur, et malheureusement, cette horreur ne s'est pas arrêtée, il faut le dire, puisqu'il a eu, Victor War en parle dans son livre, ô combien d'attentats, heureusement moins forts, enfin heureusement, moins peut-être meurtriers, mais tout aussi lamentables et tout aussi horribles. Et Georges Fenech, donc, vous, avec, je crois, M. Petraglia, c'est ça? Vous co-dirigez. M. Pietrasanta. Pietrasanta, pardon. Donc, la commission d'enquête parlementaire consacrée aux attentats du 13 novembre. Et vous publiez encore une fois ce livre, donc, par rapport au procès qui, encore une fois, vient de commencer. Alors, moi, je voudrais, on n'a pas le temps de raconter tout cela, mais vous avez écouté des centaines de gens, vous vous êtes rendus sur les lieux. Et aujourd'hui, avec le recul dans votre livre, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette histoire? Est-ce que ça a été, on l'a dit beaucoup, notre 11 novembre à nous, ça a été notre 11 septembre à nous, pardon, ça a été quelque chose effectivement qui est une rupture par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Est-ce qu'en fait, parce que j'en dis une rupture, oui, mais il y avait eu Charlie Hebdo quand même en janvier 2015, Georges Fenech. Comment ça se fait qu'on n'était pas encore aussi... pourtant des millions de Français étaient dans la rue. Et qu'est-ce qui se fait qu'on n'avait pas pris vraiment conscience comme on a pris conscience après le 11 septembre? Oui, le 11 novembre, pardon. C'est vrai qu'après les attentats du mois de janvier 2015, à Charlie Hebdo, l'Hypercacher, à Montrouge, on réalisait tout à coup qu'on avait affaire à des organisations très structurées, en capacité de projeter des attentats depuis le territoire de l'État islamique, qui se proclame en 2013 déjà, et qu'il y avait dès le lendemain des réflexions sur comment se réorganiser, puisque tous nos dispositifs de sécurité, d'intervention dataient des années 70-80, et on sentait bien on réalisait en tout cas qu'ils n'étaient plus effectivement adaptés. Évidemment, on aurait pu souhaiter, c'est des questions que j'ai posées aussi lors de la commission d'enquête, que ces nouveaux dispositifs rentrent en vigueur très rapidement. Bon, il a fallu du temps, il a fallu des budgets, il a fallu d'autres réflexions, enfin toujours est-il que le 13 novembre est arrivé. D'ailleurs, le jour même du 13 novembre, il y avait des exercices de nouveaux types. Le jour même, oui, c'est le bazar. Et donc la commission d'enquête qui a commencé à travailler dès février 2016 a recherché quelles étaient les failles, les dysfonctionnements, ce qu'il fallait envisager de réformer. Nous avons fait 40 propositions.
qui ont été unanimement co-signés par les 30 parlementaires qui venaient de toutes les familles politiques, et qui, je dois le dire avec beaucoup de satisfaction, sont aujourd'hui toutes réalisées et mises en œuvre. Les 40 propositions je peux le dire, il en manque une, peut-être sans doute. Une, c'est la question de l'existence, faut-il maintenir une DRPP, c'est-à-dire une direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Nous, on a estimé que c'était un service donc pour Paris, avec une sorte de frontière artificielle, quoi. Alors que c'est national. Alors que ça, pour nous, ça relève de la DGSI. Vous voyez, donc on avait proposé effectivement de transférer les attributions. Voilà. Ça, c'est le dernier point, sans doute le plus important à nos yeux, qui n'a pas encore été réalisé. Mais pour le reste, beaucoup de choses ont été faites. Alors, effectivement, mais comment vous expliquez, avec le recul, premièrement, on va parler que, effectivement, les choses, là où vous avez répondu, bon, janvier, on n'était pas prêt, on a commencé à travailler, ça prend du temps, et puis de janvier à novembre, bon, quelques mois. Alors moi, la question que je voudrais vous poser, il y a énormément de questions, Georges Fenech, mais puisque vous avez été vraiment un acteur de l'enquête, enfin, et quel acteur, on a tous quand même été assez frappés par le fait que Paris, comme vous le savez, il y a les gendarmes, il y a les militaires, la gendarmerie, il y a la police, ils sont armés jusqu'aux dents, enfin il y a... Et on voudrait savoir, parce qu'il y a eu, et vous en parlez dans votre livre, mais qu'est-ce qui fait que les assaillants du Bataclan, pour ne parler que du Bataclan, sont arrivés à 21h, 21h20, et qu'il a fallu que l'assaut soit donné à plus de minuit 40 très exactement. Qu'est-ce qui fait que on n'a pas pu donner l'assaut, ou on n'a pas voulu, parce qu'on en a parlé, vous le savez, il y avait des militaires qui étaient là, il y avait des policiers qui étaient là, et les policiers ont demandé des FAMAS à des militaires, ils ont eu l'ordre de ne pas intervenir et de ne pas donner de FAMAS. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Là, c'est le point, disons, le plus sensible de cette soirée, avec des interrogations, évidemment, de la commission d'enquête. Je voudrais d'abord vous dire que mon expression, elle est libre. Elle n'est absolument pas quelque connotation politique ou autre. Une commission d'enquête travaille dans l'intérêt de la vérité. Ça n'est pas quelque chose de partisan, et je crois qu'on l'a vraiment observé. Donc ce que je vous dis n'est ni une accusation, ni vouloir régler quelques comptes politiques. Ça n'est loin de mon idée, parce que je sais que quelques personnalités politiques de l'époque le ressentent malheureusement comme ça. Oui, non, mais vous dites les faits, vous dites ce que vous avez vu. Factuel. Qu'est-ce que la commission d'enquête a constaté, c'est que les primo-intervenants, c'est-à-dire ceux qui étaient là dans les 5 premières minutes, les BAC, d'anticriminalité, sont dans l'incapacité d'agir. Pourquoi ? Puisque, d'une part, elles ne sont pas formées pour ça, elles ne sont pas équipées pour ça, et elles n'ont pas le droit d'entrer dans un lieu confiné. Le protocole, à l'époque, prévoit qu'il faut sécuriser le périmètre extérieur et attendre l'arrivée des forces d'élite. D'accord ? Attendez, c'est très intéressant, Georges Fenech. C'est-à-dire la loi stipule, ou enfin le règlement stipule que les BAC n'ont pas le droit d'entrer dans un endroit confiné, c'est ça. Oui. C'est légal. Enfin la loi, disons le règlement le stipule. Absolument. D'accord. Donc il faut le schéma d'intervention qui est mis en place par le ministère de l'Intérieur prévoit une sécurisation du périmètre par les primo-intervenants dans l'attente des colonnes d'assaut qui arrivent, que ce soit de la BRI, du RAID ou du GIGN. D'accord. Voilà. Nous avons aussi, présents dans le Bataclan, 8 militaires de la force Sentinelle. Qui sont dans le Bataclan ? Qui sont à l'extérieur. À l'extérieur, oui, pardon. Qui sont là, au moment des premiers tirs. Ah, donc 8 militaires armés, force Sentinelle, voilà. Force Sentinelle. D'accord. Il y a l'un des 3 assaillants qui apparaît à la porte de sortie de secours de l'établissement, au passage Saint-Pierre-Amelot, où il utilise sa Kalachnikov pour achever des victimes. C'est à ce moment-là que les BAC, les policiers de la BAC, demandent très expressément aux militaires de la force Sentinelle d'engager le feu. Et les militaires disent on n'a pas le droit. Alors pourquoi, là aussi, je me pose la question. La BAC
appelle le poste de commandement de la préfecture de police de Paris en disant « Donnez-leur l'autorisation d'engager le feu ». La réponse arrive de manière claire et nette, négatif. Les militaires n'engagent pas le feu sur le territoire national car nous ne sommes pas en guerre. C'est hallucinant. Bon. Ouais. Hallucinant. Alors ça, c'est une réponse. Les policiers, évidemment, savent et comprennent qu'il ne s'agit pas d'une prise d'otage, mais d'une tuerie sauvage. Et donc, ils demandent aux militaires de leur prêter leur FAMAS. Et les militaires répondent « Nous n'avons pas le droit de nous défaire de nos armes ». Ça, on n'a rien à reprocher aux militaires, ils obéissent aux ordres. Hein. Ouais. Ça, c'est le premier. Sauf que arrive précipitamment sur les lieux le commissaire, qu'on appellera le commissaire X, ouais. accompagné de son chauffeur, commissaire de police. Commissaire de police de la BAC, ouais. X avec son chauffeur, capitaine Y. Ouais. Ils entendent ce qui se passe, ils voient ce que je viens de vous décrire, et eux, dans un acte de bravoure héroïque, décident d'enfreindre le protocole, alors qu'ils n'ont pas le droit d'entrer. Ils comprennent ce qui se passe à l'intérieur. Ils ont une arme de poing et au risque de leur vie, ils pensent vraiment qu'ils vont mourir. Hein. On a auditionné le commissaire et il pénètre dans le Bataclan. Là, un spectacle inouï, un silence total. La fosse est déjà jonchée de morts et de blessés, qui ne bougent pas. Il y a un silence total. Il y a une lumière aveuglante, puisque quelqu'un dans la régie avait allumé toutes les lumières. Et il voit sur scène l'un des 3 assaillants, qui se révèle être Sami Amimour, ceint d'une gilet d'explosifs, et qui ordonne à un spectateur de venir s'agenouiller sur la scène devant lui. Là, les 2 policiers qui se connaissent bien, qui sont très amis en réalité, et qui font du tir ensemble, sont de très bons tireurs. Ils prennent leurs appuis-feu sur le pilier du bar, au début de l'établissement. Ils sont à peu près à une distance de 25 mètres. Le commissaire tire à 4 reprises, le chauffeur à 3 reprises. Ils atteignent Sami Amimour dans l'aine, lequel s'affaisse et, avant de mourir, a le temps de déclencher sa ceinture. Ah, d'accord. Ce qui provoque une explosion. On saura plus tard que le jeune spectateur avait réussi à s'extirper de là. Mais ce qui est important de dire, outre le caractère très héroïque de cette histoire, c'est qu'à partir de l'intervention de ce commissaire et de son chauffeur, il n'y a plus un seul mort. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet de sidération. Les 2 autres assaillants qui étaient à l'étage ont essayé de les atteindre. Ils sont sortis, les commissaires. Ils sont rentrés ensuite. Hein. Et les 2 assaillants se sont enfermés avec des otages. Il n'y a plus de morts. Donc la question, oui. Allez-y, la question les conclusions que nous en avons tirées. Nous devons revoir impérativement tous nos dispositifs. Il faut donner le pouvoir et les moyens aux primo-intervenants d'intervenir tout de suite, sans attendre les 20 minutes où le massacre avait déjà eu lieu. Et en 2016, donc tenant compte de tout cela, la réflexion, je vous dis, était en cours. Depuis lors, toutes les BAC de France, tous les PSIG de la gendarmerie, les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, qui s'appellent aujourd'hui les PSIG Sabres, sont tous entraînés, les uns par le RAID, les autres par le GIGN, sont tous équipés de boucliers, de casques Kevlar, d'armes longues, et avec le droit de pénétrer en milieu confiné sans attendre les quelques 20 minutes d'arrivée défensive. C'est-à-dire, avec le droit, s'ils estiment que la situation, il faut y aller, ils peuvent y aller tout de suite. Oui. Alors, moi, vous imaginez s'ils avaient été formés, équipés au moment du Bataclan, ils seraient rentrés. C'est clair. Comme l'a fait le commissaire. Et Victor Roy n'aurait pas été blessé comme il a se blessé. Et on ne va pas refaire l'histoire, on n'accuse personne. C'était nos schémas de l'époque. C'est vrai. Pourquoi à l'époque on avait des groupes terroristes, le GIA, l'OLP, etc. Ils avaient toujours quelque chose à négocier, ceux-là. Ils prenaient en otage un avion, machin, etc. Là, il n'y avait rien à négocier. Ils venaient pour tuer le plus grand nombre de personnes et mourir en kamikaze. C'est clair. Voilà. On se retrouve tout de suite après les informations avec Georges Fenech et avec Victor Roy. Et vous pourrez vous poser vos questions au 0826 300 300 à Georges Fenech et Victor Roy. Vous avez vu, c'est passionnant, on pourrait y passer des heures et on va y passer encore 1 heure. À tout de suite.
Oui, cette émission spéciale avec Victor Roire, qui était une des victimes de Bataclan, qui a écrit ce livre bouleversant, je peux le dire, Comment pourrais-je pardonner, et où il pose des questions, et on est toujours heureux de le recevoir avec Georges Fenech, ancien député, ancien magistrat, président de la commission d'enquête parlementaire consacrée à ces attentats du 13 novembre 2015 et qui vient de publier le procès Bataclan, Paris, Stade de France, aux éditions du Rocher. Et justement, quand même, la question est posée, on parlait de ce qui s'est passé, et Georges Fenech nous a décrit avec beaucoup d'exactitude, et justement, vous savez, la vérité, elle n'est ni de gauche ni de droite, d'en haut et d'en bas, il y a une vérité, hein. Et il faut arrêter les étiquetés en fonction de tel ou tel clan ou parti. Mais quand même, on peut se poser la question, et je ne sais pas ce qu'en pense Victor Roire, et j'aimerais l'entendre là-dessus. On se dit, voilà, il y avait des militaires de la FAMAS, il y avait la BAC. Alors, vous avez décrit effectivement ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Et puis, il y a eu le commissaire X avec le capitaine Y qui a enfreint justement le protocole. Et ce n'est pas ça le facteur humain, qu'à des moments, quand il y a massacre, quand il y a tuerie, quand il y a danger immédiat, eh ben, il y a peut-être le protocole, il y a peut-être le règlement, mais est-ce qu'il ne faut pas enfreindre le règlement, Victor Roire? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors tout d'abord, j'aimerais remercier du fond du cœur ce commissaire de la BAC et son adjoint qui sont intervenus ce soir-là. Je serais probablement plus là pour vous parler aujourd'hui s'ils n'étaient pas intervenus. Donc un grand merci à eux. Bon, ensuite, sur la question des ordres, je pense que dans une situation aussi urgente, évidemment, ils ont pris leurs responsabilités, ils ont décidé d'intervenir en leur âme et conscience, et heureusement que ça a été le cas. Ensuite, sur la question des ordres, de la hiérarchie, c'est toujours assez délicat. On se retrouve dans une situation totalement inédite, mais je pense qu'il est quand même important, et ça a été revu depuis, de pouvoir trouver de nouvelles solutions pour assouplir un petit peu ces règlements et ces interventions, qu'on puisse entre guillemets qu'on puisse faire appel au bon sens, en tout cas dans certaines situations d'urgence absolue, ce qui était le cas ce soir, car c'est des situations totalement intenables, et il s'avère en l'occurrence, je crois que les autorités savaient qu'il s'agissait d'un massacre de masse et non pas d'une prise d'otage au moment où les faits se déroulaient. Alors Georges Fenech, vous avez parlé, pendant qu'on était hors antenne, des baïonnettes intelligentes. J'aimerais que vous reveniez là-dessus. C'est un vieil souvenir de mes études de droit. La théorie des baïonnettes intelligentes, qui sont un fait justificatif pour un fonctionnaire, un militaire, un policier qui désobéit à des ordres manifestement illégaux ou inappropriés. Voilà, donc il fait, comme vous dites, appel à son bon sens pour dire j'ai pas le droit d'obéir à cet ordre-là qui n'est pas conforme à mon éthique, etc. Et donc si le militaire enfreint l'ordre manifestement illégal, il n'encourt aucune sanction puisqu'il fait disparaître l'infraction de violation du règlement. Vous comprenez? C'est ça la théorie des baïonnettes intelligentes. Et d'ailleurs, je crois que vous disiez que ce commissaire X, qui a sauvé la vie de beaucoup de personnes, dont Monsieur Roire, a été décoré. Enfin, après. Dans la grande discrétion, oui. Ouais. Oui, c'est toujours discret, ça. Mais au fond, c'est intéressant parce que c'est... Alors, je voudrais savoir, au fond, vous avez quand même déroulé toute la chaîne des responsabilités. Alors, et puis le procès va évidemment continuer là-dessus. En tout cas, vous avez décrit, vous avez le dossier du procès sur lequel peuvent s'appuyer aussi bien les journalistes, mais aussi bien, effectivement, les hommes de loi, etc. Est-ce que vous avez constaté quand même qu'à des moments, et c'est toujours pareil dans la vie, est-ce qu'on a essayé de masquer certaines choses? Est-ce qu'on a essayé de se renvoyer des responsabilités? Ou on a dit, bon, écoutez, on n'était pas habitués, c'est la première fois que ça arrive depuis très longtemps, enfin un massacre de masse. Est-ce que vous avez senti plus de dysfonctionnement ou plus de hasard, parce qu'il y a aussi des hasards mortels? Oui, d'abord permettez-moi de vous dire que ce procès qui vient d'ouvrir n'est pas le procès de l'État. Hein. C'est pas le procès des fonctionnaires, des services, c'est le procès des criminels qui sont dans le box et qui doivent répondre de leurs crimes horribles, soit comme auteurs, soit comme complices. Ça, il faut bien le préciser. Mais il est évident que les parties civiles, les victimes veulent savoir aussi,
contextualiser. Pourquoi, comment ont-ils pu circuler, ces gens-là, armés, alors déjà connus, déjà fichés pourquoi autant de temps, l'intervention, pourquoi ceci, et c'est normal, je crois que c'est légitime. Et d'ailleurs, les parties civiles ont fait citer à l'audience plusieurs responsables politiques de l'époque, à commencer par François Hollande, qui va venir témoigner, Bernard Cazeneuve, les patrons de la DGSI. Qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. Oui, ça. Patron de nos services de renseignement, moi-même, en tant que président de la commission d'enquête parlementaire. Voilà, il ne s'agit évidemment pas de faire une tribune politique, attention, surtout ne pas tomber là-dedans, mais expliquer quel était l'état de nos forces, nos protocoles à l'époque, et ce qui a changé. Je pense que les victimes ont besoin aussi de savoir, est-ce qu'ils sont morts pour rien, est-ce qu'on en a tiré toutes les conséquences Voilà, ça je tenais à le préciser. Alors, votre question, y a-t-il eu des dysfonctionnements ou des failles? Est-ce qu'elles ont été reconnues? Oui. Moi, je peux vous dire que les patrons de nos services de renseignement, Patrick Elvar, patron de la DGSI, Bargelet, patron de la DGSE, nous ont, avec beaucoup de franchise, d'honnêteté intellectuelle, de courage, dire ces attentats sont un échec de nos services. Ils l'ont dit, ils l'ont reconnu. C'est sur procès verbal d'audition, sur les comptes rendus plutôt d'audition à l'Assemblée nationale. Et ils l'ont expliqué, cette mauvaise, sans doute, coordination à l'époque, insuffisance de partage, peut-être d'information, et surtout défaut de coordination entre les pays membres de l'Union européenne. On a eu des difficultés dans nos relations en service avec les Belges, France, Belgique, et la Belgique avec les Grecs. Parce que là, il y a tout un épisode qu'on pourrait rappeler avec les Grecs. C'est les Grecs, moi je les ai rencontrés, je peux vous dire. Avec les Grecs, oui, rappelez ça. Ils étaient très en colère, les Grecs, je peux vous dire. Oui, on a rencontré... Pourquoi ils étaient très en colère? Parce qu'on a rencontré donc les services de renseignement grecs à Athènes, et au bout d'un certain temps, la confiance s'est installée, et ils se sont lâchés, si je puis dire, en expliquant ceci. En janvier 2015, les services belges, la police belge, décident de démanteler la filière de Verviers. Le 15 janvier précisément, après Charlie Hebdo, etc. Ils disent c'est le moment. La filière de Verviers en Belgique, c'est celle de Abdelhamid Abaoud. Ah oui. On l'avait vu avec traînant d'ailleurs des cadavres en Syrie. C'est lui le planificateur des attentats du 13 novembre. Or, il se trouve que les services grecs avaient localisé Abdelhamid Abaoud dans la région d'Athènes. Par un système de bornage, on savait qu'il était là. Et malheureusement, c'est en tout cas la version des Grecs, je n'ai pas eu la version des Belges, les Belges n'ont prévenu les services grecs qu'une demi-heure avant l'intervention. Il était donc trop tard pour organiser un bouclage de la région d'Athènes. Abaoud, apprenant comme tout le monde que sa filière a été démantelée, il prend la fuite, il quitte facilement la Grèce, il rejoint la Syrie, il s'entraîne et il revient 9 mois plus tard à Paris. Alors on dira c'est facile de réécrire le film à l'envers, etc. Mais on est obligé de se dire pourquoi ce manque de confiance, pourquoi pas les avoir prévenus ne serait-ce que quelques heures au moins avant, le temps de mettre en place un dispositif. Voilà. J'ai pas d'autre explication, j'ai pas pu poser les questions à nos services belges, mais ça montre bien, de même que la fuite de Salah Abdeslam. Oui, absolument. Quelques heures après le Bataclan. Qui a franchi 3 frontières. Oui, qui a franchi, voilà. Parce qu'il y a eu une mauvaise compréhension, une mauvaise entente entre la Belgique et la France. Oui, et effectivement, plusieurs hebdomadaires, dont l'Obs a raconté comment il y avait des notes, par exemple, qui ont été enterrées par tel commissaire en Belgique ou ailleurs. Donc oui, c'est pas très important, etc., etc. Bon, après, évidemment, on ne refait pas l'histoire, comme vous dites. Victor Roire, je voudrais, avant que vous libérez, vous dites aujourd'hui, est-ce que, parce que malheureusement, on espère que ça ne se reproduira plus, mais le pire n'est pas toujours sûr, mais il peut arriver. Et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui vous avez subi cela dans votre chair, mais qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Est-ce qu'il faut être vigilant? Il faut être quoi? Nous, je ne parle pas de la police, etc., etc. Nous, citoyens, nous, hommes et femmes, à qui ça peut arriver, ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors je pense que oui, d'abord il faut être vigilant par rapport au contexte, notamment
Bon, par rapport aux nouvelles menaces aussi, parce que Al-Qaïda a visiblement récemment menacé une nouvelle fois la France, en tout cas en la désignant comme l'une de ses cibles principales. Donc rien qu'à ce niveau-là, oui, bien sûr être vigilant, et même, je dirais, comment dire, le maillon faible, la France, ils l'ont dit, le maillon faible. Oui. Être vigilant, oui, du manière générale, dans ces toujours. Après, c'est question complexe, parce que moi j'essaye, si vous voulez, un peu plus loin, quand j'appelle à une prise de conscience, c'est une prise de conscience. Évidemment, tout le monde a été impacté, choqué par ces attentats, et dès qu'un attentat se produit en général, et de voir toutes ces victimes innocentes. Ce que je veux dire, j'appelle finalement à une prise de conscience pour finalement ne pas, comment dire, qu'on s'habitue en fait à ces actes terroristes, parce que je pense ne pas s'habituer à vivre avec le terrorisme, parce que je pense que malgré tout, la France dispose de tous les moyens humains, philosophiques, politiques, culturels, juridiques pour mener ce combat, y arriver. Et il faut de la volonté, c'est bien ça. Il faut aussi de la volonté politique, bien sûr. Je pense que la plupart des personnes sont conscientes du danger qui nous guette et du péril. Donc j'ai des motifs d'espoir. J'ai des motifs d'espoir vis-à-vis de cette lutte. Après, c'est plus d'un point de vue philosophique, politique, où je pense qu'il faut peut-être porter un autre regard par la lutte antiterroriste, pas seulement au niveau des moyens, mais aussi au niveau de l'idéologie. Et évidemment, n'oublions pas de lutter pas seulement contre le terrorisme en tant que fait, mais aussi au niveau de l'idéologie qui est véhiculée en amont et qui pousse certaines personnes malheureusement à passer à l'acte. Merci Victor Roy. Je rappelle votre livre « Comment pourrais-je pardonner » aux éditions de l'Observatoire. Et vous pourrez retrouver cette interview sur notre chaîne YouTube, et on poursuit cet entretien avec Georges Fenech. Je rappelle aussi votre livre « Bataclan, le procès », Stade de France, Paris. C'est aux éditions du Rocher. Vous nous appelez au 0826 300 300 et vous posez toutes vos questions. Georges Fenech, à tout de suite. Vous l'avez entendu, André Berkoff est en édition spéciale pour parler de la genèse et des suites du 13 novembre 2015, et nous en parlons avec Georges Fenech, magistrat et auteur de ce livre Bataclan, Paris, Stade de France, le procès. C'est aux éditions du Rocher. Puis vous posez vos questions au 0826 300 300, et nous avons déjà des appels, André, avec Ludovic qui nous appelle de Charente-Maritime. Bonjour Ludovic. Oui, bonjour Ludovic. Bonjour André, bonjour Monsieur Fenech, et bonjour Monsieur Roy, s'il est encore là. Mais sinon, il est parti là. Mais voilà, c'est Georges Fenech qui répond à vos questions, et moi-même, et Augustin. Et bonjour Augustin alors. Ouais. Oui, alors déjà je tenais à réagir par rapport au propos de M. Roy, où je suis absolument d'accord avec lui. Nous avons en face de nous des lâches et des barbares qui s'en prennent à notre civilisation, à nos valeurs, à notre liberté, à notre culture, à notre unité. Et sans unité, on part sur une société en décomposition, en désordre, et forcément qui est amenée à disparaître. Et bien sûr, le multiculturalisme trouve sa place dans les attentats que l'on subit. Et hier soir, il y avait les vraies voix en débat sur la perpétuité réelle qui pourrait être mise en place. Enfin, je ne sais pas si elle existe déjà. On va poser la question, oui. Oui, voilà, donc je ne sais pas si M. Fenech pourra me répondre à ça, mais si ça n'existe pas, n'est-il pas judicieux de la part du législateur de mettre en place cette perpétuité réelle, tout d'abord, et enfin, je pense que les politiques doivent prendre conscience, il faut qu'il y ait une conscience collective d'arrêter ce laxisme qui nous tue. Quand M. Fenech parlait du trajet d'Abesserme, etc., on n'est plus souverain, on n'est plus maître de notre destin, et j'ai l'impression qu'on agit davantage par laxisme, on ne nomme pas notre ennemi, et déjà le nommer, c'est le combattre. Alors justement, ce que dit Ludovic Georges Fenech, deux questions, c'est vrai. Est-ce que la perpétuelle réelle, je crois, n'existe pas, en fait? Ceux qui ont commis les crimes encourent, notamment Salah Abdeslam, encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Et probablement qu'il y aura, s'il est déclaré coupable, bien sûr, cette peine maximale avec aussi sortie, j'imagine, d'une peine incompressible de 30 ans. Maintenant, une fois que cette peine de 30 ans est exécutée,
réalité, on n'est pas obligé de le sortir. Hein, oui, je veux dire, on peut le garder. On peut le garder. Il y a des détenus qui sont restés plus de 40 ans. Donc, en réalité, s'il n'y a pas de perpétuité réelle, au sens, je dirais, où on dit, on est sûr qu'il sortira pas, il n'en demeure pas moins qu'un individu, on n'est pas obligé de le relâcher, même après les 30 ans incompressibles. Vous pensez que, par exemple, un Guy Fourniret, des tueurs psychopathes, etc., personne ne les aurait relâchés. Hein. Donc en réalité, on peut effectivement garder. C'est rare. C'est rare. Ça a dû arriver quelques fois hein, dans notre histoire judiciaire, mais effectivement, c'est possible. Et alors, après l'exécution de la peine, et après les 30 ans incompressibles, ce qui est possible aussi maintenant, c'est une loi de 2008, c'est un SAS, je dirais, il purge sa peine, mais on ne le remet pas complètement en liberté, on le met sous rétention de sûreté. Dans des établissements médico-sociaux judiciaires, on examine sa dangerosité. Est-ce qu'il est toujours dangereux ou pas ? Est-ce qu'on peut le relâcher vraiment ou pas? Bon, ça avait fait beaucoup de critiques, notamment de la gauche à l'époque, quand j'avais été rapporteur moi-même de ce texte. Mais c'est dans nos lois et ça a été confirmé par le Conseil constitutionnel. Alors justement, et l'autre question de Ludovic, enfin l'autre volet de la question, c'est quand même ce laxisme judiciaire dont il parle, et il n'est pas le seul, beaucoup en parlent. Je m'explique. On l'a bien vu, et d'ailleurs Victor Roire en parle dans son livre, parce qu'il a suivi les autres attentats pendant sa convalescence. Quand même, tous ces gens, pas détaillés, ça nous prendrait malheureusement trop de temps, mais tous ces gens qui ont été, qui soient légaux ou illégaux, qui soient illégalement ou légalement en France, mais beaucoup d'illégaux aussi, qui ont été condamnés 27 fois pour tel ou tel délit, qui portent des bracelets électroniques et qui ensuite vont égorger un père à à Saint-Étienne-du-Vouvray, quelques policiers, etc. On parle beaucoup de cela. Georges Fenech, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus quand même, sans généraliser, mais il y a quand même un problème. Oui. Vous qui avez écrit Tolérance zéro, oui, il y a je longtemps. rappelle. Il reste toujours d'actualité. Il y a 20 ans, mais malheureusement, je dirais, il reste toujours d'actualité. Hein. Je pense que on n'a pas le droit de prendre de risques avec certains individus, surtout quand ils sont très radicalisés et qu'ils ont démontré leur capacité à agir, voyez-vous. Et effectivement, le simple contrôle judiciaire, et même on le voit bien, le bracelet électronique n'est pas suffisant pour empêcher un individu déterminé à passer à l'acte. C'est pour ça qu'il faut vraiment spécialiser toute la chaîne pénale, toute la chaîne répressive en matière de justice. Maintenant, vous savez, on a un parquet national antiterroriste, on a des juges d'instruction antiterroristes, on a aussi des juges d'application des peines. Ils sont pas nombreux, ils sont malheureusement que 2, je crois, en France, pour toute cette population. La question, c'est évidemment les peines. Faut-il leur accorder des réductions de peine? Faut-il qu'ils aillent jusqu'au bout de leur peine? J'aurais tendance à dire qu'il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de leur peine. Voilà. Voilà. Non, parce que le nombre de multirécidivistes, de gens condamnés 6 fois, 10 fois, 20 fois, et puis après ils passent à l'acte, et puis voilà. Et puis attention, là, vous allez avoir encore, je crois, près d'une 50aine de condamnés pour terrorisme qui vont sortir l'année prochaine de prison. Ils auront purgé leur peine. Est-ce qu'on a pris toutes les mesures? J'avais proposé à l'époque de leur faire appliquer la rétention de sûreté qu'on fait pour les criminels sexuels, et malheureusement ça a été rejeté. Mais bon, il y a un dispositif de surveillance spécifique avec l'UCLAT, avec des assignations à résidence qui a été mis en place, qui a été finalement validé. Mais est-ce que ce sera suffisant? Vraie question, on en parle après ceci. Et l'histoire à laquelle vous faisiez référence, André, et dont parlait Victor Roire, c'est ce terroriste du marché de Noël de Strasbourg qui était 27 fois condamné de mémoire. Vous nous appelez au 0826 300 300, vous avez vu, les réponses sont claires de Georges Fenech, qu'elles soient judiciaires ou qu'on parle de ces attentats tant que tel. À tout de suite. Et nous sommes en édition spéciale pour parler des attentats du 13 novembre 2015 avec Georges Fenech. Vous pouvez poser vos questions au magistrat et l'auteur de ce livre Paris, Stade de France Bataclan, le procès aux éditions du Rocher. Et nous avons déjà des appels au 0826 300 300 et nous sommes avec Martine de Puyo. C'est ça? Bonjour Martine. Oui, bonjour. Je suis très heureuse de pouvoir dire un petit mot parce qu'on parle beaucoup de ces attentats. J'ai une petite nièce qui est morte au Petit Cambodge suite à un tir de Kalachnikov. Donc, elle attendait une amie qui était partie se laver les mains. Et, donc, elle est morte là. Mais ce qu'on ne dit pas après, c'est les horreurs qu'on peut voir après. C'est-à-dire qu'on imagine que quand des gens meurent comme ça dans Paris, il y a des forces, enfin il y a des hôpitaux, on peut recevoir des gens malades. Eh bien, il n'y a pas d'hôpital de campagne, il n'y a rien. Et cette petite nièce, elle a fait, je ne sais pas ce qu'on a fait, les frères l'ont cherchée partout dans Paris, dans tous les hôpitaux. On la trouvait pas, on leur disait n'importe quoi. Finalement, elle était à la morgue, et à la morgue, il y a eu un échange de cadavres, ce qui est tout à fait sympathique. C'est-à-dire que les parents sont allés prier une personne qui avait des pansements autour de la tête,
Et il faut savoir qu'elle avait son sac sur elle, donc on pouvait trouver l'identité facilement. Eh bien, c'était une autre personne, et le jour où ma nièce a dit, mais écoutez, je voudrais voir sa tête, j'aimerais la revoir une fois, alors, eh bien, c'était pas elle, c'était quelqu'un d'autre. Et alors, bon, il y a un procès qui est en cours, je crois, mais c'est effrayant de penser qu'il n'y a pas un hôpital de campagne, enfin, on appelle ça, je crois qu'on pouvait accueillir 300 personnes maximum à Paris, et c'est une chose dont on n'a jamais parlé, mais c'est quelque chose d'effrayant. On s'aperçoit qu'à Paris, quand il y a un attentat, eh bien, il n'y a rien pour secourir les gens. Voilà, il n'y a rien. Enfin, il y a les hôpitaux qui existent, Martine. Les hôpitaux, oui, mais on ne l'a pas emmené dans un hôpital. Mes neveux, enfin ses frères, ont fait tous les hôpitaux. On leur a raconté n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Ils ont couru tout Paris toute la nuit. Et en fait, elle était à la morgue. Et personne ne pouvait le dire. Personne. Oui, alors ça, c'est peut-être l'information, hein, Georges Fenech, qui n'a peut-être pas aussi fonctionné à ce niveau-là. Alors, la commission d'enquête s'est beaucoup penchée sur les secours, le SAMU, les urgences, les sapeurs-pompiers de Paris, les hôpitaux. Oui, on a auditionné beaucoup de monde là-dessus. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le corps médical, le corps des urgences, les hôpitaux ont été absolument remarquables. Il n'y a pas eu une seule mort hospitalière. C'est-à-dire que tous ceux qu'on a pu extraire, qu'on a pu conduire dans un hôpital ont été sauvés. Ça, c'est un point très important à signaler. Après, madame, je comprends votre émotion et vos interrogations, mais il faut bien se rappeler qu'il y a eu 130 morts ce soir-là et des centaines de blessés, que nous n'étions peut-être pas prêts pour un tel dispositif. Et effectivement, en plus, c'était des blessures de guerre. Donc, tous les médecins n'étaient pas forcément formés aux blessures de guerre. Mais il y a eu un effort maximum qui a été fait. Et depuis, d'ailleurs, on a tiré les conséquences pour retracer, je dirais, un blessé ou une victime avec un système de mémoire Cyrus, je crois, avec un bracelet informatique qui permet de ne pas pouvoir se tromper de personnes dans des tueries de masse comme celle-ci. Donc, on a aussi tiré les conséquences. Il y a eu un gros travail qui a été fait par la PHP notamment. Oui. D'accord. Et là, pour 300 personnes, on ne peut pas retrouver un corps ? Bien sûr que si, il faut le retrouver, bien sûr. Bah oui, mais justement, ils se sont trompés. Voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que je pense que ça mérite de faire une enquête. Ça mérite, je crois qu'il y a un procès de toute façon qui est en cours, mais ça mérite de savoir comment ça se passe quand il y a un attentat à Paris, qu'il peut y avoir 10 000 blessés, ça peut se faire. Eh bien, il n'y a rien. Il n'y a rien. On est Vous l'avez dit, madame. De même qu'on est incapable d'aller sauver qui vont être tués, on est incapable de faire un hôpital de campagne. Ça, la conclusion qu'on a tirée en famille, c'est qu'on est absolument incapable de faire quoi que ce soit à Paris. Voilà. Bah écoutez, espérons qu'il n'y aura pas de prochaine fois, mais qu'il y aura effectivement des aménagements qui seront faits. Peut-être à l'hôpital campagne. On va voir. Merci Martine pour votre témoignage. Nous sommes aussi avec Jean-Claude qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour Jean-Claude. Monsieur Bercoff, bonjour. Bonjour. Bonjour Sud Radio, bonjour à votre invité. Alors déjà, première chose, franchement, le procès s'ouvre. Toutes mes condoléances, et je le dis franchement, parce que je suis papa, je suis grand-parent, j'aurais pu avoir, à ce jour-là, j'aurais pu avoir mes enfants qui étaient dans la salle. Je le dis avec toute modestie, je ne vais pas reporter ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. Moi, ce que j'ai peur dans ce procès, ce que je crains dans ce procès qui s'ouvre, je crains, excusez-moi, qu'on se remette les responsabilités les uns sur les autres. Et j'ai surtout une chose à dire. Ce monsieur-là, qui est le seul vivant, a priori, du commando, peu importe si sa ceinture n'a pas fonctionné ou s'il n'a pas fonctionné sa ceinture, pour moi, c'est un assassin. Et je dis une chose suivante, je le dis franchement, dans n'importe quel autre pays, il ne serait plus encore là. Et ça, je m'excuse, mesdames, messieurs les avocats, il ne serait plus encore là aujourd'hui, 6 ans après, sur un procès qui débute. Je suis désolé, qu'est-ce qu'il risque? Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Vous croyez qu'il va faire? Vous croyez qu'il va demander pardon? Non, il l'a montré déjà, ça c'est clair. Alors, monsieur Bercoff, j'ai envie de vous dire une chose. On a en France, sur des situations comme ceci, on a une justice qui est trop lente, beaucoup trop lente. Alors je suis pas pour faire tout et n'importe quoi, mais franchement quand même. Mais je comprends. Jean-Claude, juste un mot. Vous dites dans d'autres pays, il ne serait pas là. Vous dites quoi? C'est les pays qui appliquent la peine de mort? Non, mais je voudrais éclaircir, oui. Non, je dis simplement,
il aurait été jugé déjà rapidement. Ah oui, vous dites pas 6 ans après ou 5 ans et demi après, voilà. c'est ça. Mettez-vous à la place de ces familles à qui on va demander et à qui on a demandé depuis mercredi de rouvrir, mais des plaies qui sont, moi je ne sais pas, mais attendez, c'est pour ça que je vais faire une généralisation. Sans doute qu'on a été un petit peu pris de court sur ces attentats. Mais alors attendez, on a quand même des services, on a une Europe, on a des pays européens qui échangent des informations. Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que ça? Avec la Belgique, avec l'Allemagne, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de renseignements, on n'est pas capable de déceler, je veux dire, des réseaux, même s'ils sont dormants ou actifs. Ça me tue, ça me tue. Georges Fenech, par rapport à ce que dit... Oui, bien sûr que c'est long, 5 ans d'instruction, mais il faut bien comprendre que ce dossier est hors norme et que les 5 juges d'instruction qui ont travaillé d'arrache-pied, moi je l'ai lu, l'ordonnance de mise en accusation qui fait quand même 350 pages, je rappelle que le dossier fait 1 million de pages, 500 tomes, a nécessité beaucoup d'investigations et notamment des commissions rogatoires internationales avec des déplacements des juges dans plusieurs pays étrangers. Il a fallu retracer même le parcours de ceux qui ne sont pas dans le box et qui sont les commanditaires et les organisateurs, en réalité, qui sont morts sur les théâtres de guerre ou qui ont été abattus par des forces spéciales américaines ou françaises. Tout cela a nécessité beaucoup de travail. Vous imaginez, il y a quand même 20 accusés, 6 qui font l'objet de mandat d'arrêt, 14 présents. Donc moi, en tant qu'ancien juge d'instruction, je considère que ce délai de 5 ans, avec nos procédures qui sont assez formelles, des pourvois possibles en cassation, etc., fait que 5 ans me paraît pas non plus un délai exorbitant compte tenu de l'importance de cette affaire. Voilà, pour le reste, je vous dis, là c'est la force de notre pays, de notre démocratie, de prendre son temps, de juger et de montrer à ces barbares que la démocratie est beaucoup plus forte que leur barbarie. C'est vrai, Georges Fenech, mais alors effectivement on peut se poser la question, mais c'est vrai que la loi, et c'est bien d'être dans un état de droit, on sait très bien ce que donnent les états de non-droit, mais effectivement c'est très difficile, on comprend, c'est toujours l'histoire du droit et du ressenti et de la morale et des valeurs, c'est de voir un Salah Abdeslam, lui, ben voilà, il y a eu 130 morts et des centaines de blessés, et puis il est là, et il va encore être là longtemps, et je comprends aussi cela. Sans être un adepte forcé de la loi du talion, il y a quand même un problème. Ben, vous savez, moi je suis lyonnais, j'ai en mémoire précisément le procès de Klaus Barbie. On avait aménagé aussi une salle d'audience. Il était là, il était dans le box. Et au début, d'ailleurs, il ne reconnaissait même pas être Klaus Barbie. Ich bin Klaus Hartmann, nous disait-il les premiers. Puis finalement, il s'est mis à parler un français parfait. Eh bien, on avait un bourreau, celui qui a tué notamment à l'origine de la mort de Jean Moulin. Et pourtant, voilà, on l'a retrouvé longtemps après, mais on l'a jugé, on a pris le temps de juger, et c'est encore une fois, c'est notre démocratie qui a triomphé au bout du compte. Merci beaucoup Jean-Claude de nous avoir appelé de l'Essonne. J'espère que vous avez eu quelques réponses à vos interrogations. Et puis nous sommes avec Gaspard qui nous appelle d'Antibes au 0826 300 300. Oui, bonjour Gaspard. Oui, bonjour à tous, bonjour à votre invité. Alors moi je voudrais évoquer en fait, si vous voulez, les proportions qui vont être données à ce procès. Alors, je ne dis pas qu'il faut minimiser évidemment ce procès, je ne reviens pas sur les terribles attentats, mais je pense, à mon sens, qu'il y a un battage peut-être médiatique qui va être trop important, surtout qu'on nous annonce que le procès va durer 9 mois, peut-être sûrement plus. Le fait qu'ils aient construit cette salle immense à Paris exprès pour ce procès, avec tous les inconvénients que ça va provoquer aux Parisiens quotidiennement. Et je dis pas qu'il ne faut pas juger cette personne, et au contraire, mais j'ai peur dans ce contexte de campagne présidentielle que ça soit récupéré de tous bords et qu'on s'en serve à nouveau pour monter les gens les uns contre les autres et créer encore des divisions comme s'il n'y en avait pas assez en ce moment avec les vaccinés, non vaccinés, etc.
Oui, voilà. Je vois ce que vous voulez dire, Gaspard. Maintenant, vous savez, effectivement, il y a des passages obligés, les médias étant ce qu'il est, mais on ne peut pas, effectivement, mettre la pédale douce et passer sous silence, ou presque, quelque chose qui s'est passé, qui a secoué comment? Et pourquoi on revient à ça, ce qu'on dit aussi bien Victor Roire que Georges Fenech, que tous nos éditeurs et tous les autres, c'est que aujourd'hui, ça s'est passé, ça peut se repasser demain ou après-demain, évidemment. Tout le monde, personne ne l'espère, personne ne le souhaite. Mais alors, s'il n'y a pas des enseignements à tirer, et on espère que ce procès en tirera des renseignements, voilà, il faut, vous savez, c'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Vous dites d'un côté, oui, le retentissement médiatique, mais d'un autre côté, dire ce qui s'est passé, redire ce qui s'est passé, et pour empêcher effectivement que ça se passe, c'est très important. Oui, moi, je suis surpris depuis l'ouverture du procès. On m'a souvent posé la question, à quoi ça va servir ce procès? Comment, à quoi ça va servir ce procès? Ce procès va servir à juger et condamner des criminels, comme n'importe quel procès d'assises, sauf que là, c'est la France qui a été visée, et que donc ça nous concerne tous. Les victimes, ils ne les connaissaient même pas, les auteurs. Ils ont visé au hasard. Ils ont visé notre art de vivre, nos valeurs, notre engagement contre le terrorisme, etc. Donc je suis un peu surpris de ces questions. C'est ça, un procès, puis le procès pour les victimes, qui vont pouvoir entamer leur travail de reconstruction, leur travail de deuil pour ceux qui ont perdu un être cher, et puis aussi comprendre comment, pourquoi il y aura des universitaires, des sociologues, des Gilles Kepel qui viendront expliquer ce que c'est que cet islamisme politique radical. Il faut qu'on comprenne tout cela, et quoi mieux que la justice finalement pour apporter cette vérité qui est très attendue. Tant pis pour les désagréments de quelques automobilistes, c'est vrai. Bon, il faudra éviter un peu l'île de la Cité, le boulevard du Palais ou le quai de l'Horloge. Mais c'est ainsi, et je crois qu'on a eu raison de construire cette salle, de prévoir les enregistrements, parce que c'est un procès historique à vocation pédagogique aussi. Voilà, moi je fais confiance à la justice, là. Et puis je voudrais rappeler la phrase immortelle de Bertolt Brecht. Il s'agissait du nazisme, aujourd'hui c'est autre chose. Le ventre est encore fécond, d'où est sortie la bête immonde. Ne l'oublions pas. Vous avez quelle mémoire, André Berkoff? Et puis vous avez peut-être entendu Gaspard, Victor Roire en première partie d'émission demander pour les victimes aussi un vrai débat de fond apaisé, mais dans le vrai, pour éviter que ça arrive de nouveau. Alors vous nous appelez au 0826 300 300, à tout de suite. Eh bien, nous continuons à en parler avec Georges Fenech, effectivement, président, je le rappelle, de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats du 13 novembre 2015, ces attentats qui ont vraiment changé la face du pays, quand même, on peut le dire, enfin, en tout cas, l'attitude, le sentiment que nous avions sur tout cela. Et dans votre livre, Georges Fenech, vous citez, c'est intéressant parce que, je voudrais revenir là-dessus, vous citez Philippe-Joseph Salazar, qui est titulaire d'une chaire de rhétorique de l'Université du Cap, nous éclaire sur le corpus idéologique de Daesh. Et ils ont clairement exprimé dans leurs revendications, que j'ai d'ailleurs lu au début de cette émission, formulées dans un français très châtié, quasi-littéraire, très éloigné d'un quelconque sabir de banlieue. En fait, ils s'attaquent à l'art de vivre à la française, au ballon de rouge sur le zinc, au plaisir d'essence, aux tenues décontractées des filles qui, comme chacun sait, sont des prostituées dès qu'elles s'habillent en jupe, à un Bataclan qualifié de haut lieu pornographique, etc. Ils ont même invoqué un Paris pestilentiel, corrodé par l'athéisme et la libre pensée, comble de la dépravation. Donc vraiment, il y a une guerre de civilisation. Huntington le disait, mais ça existe. Oui, et d'ailleurs, je consacre effectivement un chapitre intitulé « Extirper le mal ». Parce qu'il faut combattre, bien sûr qu'il faut s'armer, il faut s'équiper, il faut renforcer, mais il faut combattre à la racine le mal. Et le mal à la racine, c'est quoi? C'est justement cette vision du monde qui nous est étrangère et qui nous combat en réalité, de manière civilisationnelle, et donc il faut lutter contre la radicalisation. Voilà. Il faut, quand on dit il faut, on le fait déjà, puisqu'on a voté une loi contre le séparatisme, on a mobilisé beaucoup d'acteurs, des élus, des services sociaux, des éducateurs sur le terrain, les prisons qui restent un vivier quand même de prosélytisme, il faut être très très vigilant.
Voilà, ce d'autant plus que, je le dis souvent, la déradicalisation ne veut rien dire. Un individu qui s'est radicalisé, j'allais dire, c'est perdu. Quoi. Bien sûr. Il faut 20 ans de psychothérapie pour lui remettre les idées en place. Donc évitons qu'il tombe dans la radicalisation et surtout faisons un travail de désengagement. Autrement dit, vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez avoir les idées radicales que vous voulez, mais la violence n'est pas un moyen de les imposer. Écoutez, justement, Georges Fenech, nous avons des appels au 0826 300 300 pour vous répondre ou poser des questions. Et nous avons Samir qui nous appelle des Yvelines. Bonjour Samir. Oui, bonjour Samir. Oui, bonjour, je vous appelle, je me suis arrêté, j'étais au volant, en voiture, donc voilà, je ne suis pas dans de bonnes conditions, peut-être l'écho, il y a un écho. Non, mais on vous entend bien, Samir, on vous entend. D'accord, moi j'entends pas bien, mais c'est pas grave. Je voulais juste souligner par rapport à la bête féconde qui a été décrite, oui. Le combat, de mon point de vue, le combat, il est d'ordre politique et idéologique, voilà. On a beau mettre, et c'est nécessaire, les moyens techniques, les moyens, tout ce que d'autres combats, mais le fond, c'est un enjeu idéologique et qui renvoie à un combat sur des questions éducatives, de citoyenneté et sur des questions, sur un fond de philosophie des Lumières. C'est un peu, c'est l'obscurité et la lumière, c'est comme ça que je vois les choses. C'est là-dessus qu'il faut accentuer. C'est un peu comme le processus de dénazification, il faut aussi un processus de dédjihadisation. Ouais. Je ne sais pas si j'ai inventé ce mot, mais peut-être d'autres l'ont dit, mais voilà, c'est là-dessus que ça se passe. Voilà. Tout à fait. Mais je crois que là-dessus, on est d'accord. Je pense que Georges Fenech et nous-mêmes, je crois qu'on est d'accord là-dessus. D'ailleurs, on vient de le dire, c'est un combat idéologique, c'est un combat civilisationnel. Oui, on a gagné une bataille contre l'État islamique, puisqu'on l'a défait territorialement. Mais on n'a pas gagné la guerre contre l'idéologie islamiste radicale. Et ça, vous avez raison, c'est un travail de tous les jours, c'est un défi, ça prendra le temps d'une génération, sans doute. Au moins. Oui. Et en fait, alors, moi, je voudrais revenir au procès. En fait, là, je vais parler à Georges Fenech, homme de loi, mais je vais surtout parler à Georges Fenech, citoyen. Oui. Vous avez, au fond, si vous aviez à définir ce qu'est cet épisode, puisque le procès vient de commencer, et le travail que vous avez fait avec les autres parlementaires, qu'est-ce que ça révèle de nous, je parle de nous occidentaux, ou de nous français, etc., par rapport à ce qui se passe? Qu'est-ce que ça révèle? Et là, vous voyez, au-delà des règlements, au-delà de la loi, qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous, dans votre réflexion de citoyen? Ce qui est vraiment, je dirais, saisissant, c'est que ces individus, pour la quasi-totalité, pas tous, hein, mais ils sont nés sur notre sol, quoi, ou en Belgique. Ils ont la double nationalité, ils sont allés dans nos écoles, Comment, du jour au lendemain, c'est ça la question que se posent beaucoup les victimes, c'est ça, notre société doit s'interroger, comment ont-ils pu basculer, tout à coup prendre les armes contre leur pays de naissance aussi, hein, même s'ils avaient des origines, immigrés. C'est ça qui doit nous interpeller. Comment Daesh est arrivé à attirer ces bataillons de jeunes individus dans cette aventure sans issue? Comment ont-ils pu provoquer cette attraction, hein, puisqu'il y a quand même eu 40 000 combattants à un certain moment. Alors c'est vrai que le fait qu'il y ait eu un territoire attractif, le Cham, comme ils disent, où on allait construire la terre du prophète, suivant les premiers préceptes, on allait refaire le califat, le vrai islam pur, etc. Donc ça a pu tromper beaucoup de jeunes qui tout à coup ont vu sublimer leur petit parcours de délinquants, qui prenaient tout à coup une valeur exceptionnelle par le sacrifice de leur vie, l'accès à une notoriété mondiale. Qui connaissait Salah Abdeslam, fumeur de cannabis, fréquentant l'établissement Les Béguines avec ses copains de Molenbeek, qui avait rien fait de sa vie, et tout le monde aujourd'hui le regarde comme si c'était quelqu'un de très important. En réalité, il n'est pas important, il n'est pas intéressant, je veux dire, sur le plan de la personnalité. Oui, mais juste, Georges Fenech, justement, est-ce que n'est pas là le nœud du problème? Le nœud du problème, c'est que nous, je ne vais pas généraliser, hein, c'est pas mon habitude, et vous le savez, auditeurs de Sud Radio, mais quand même, à partir du moment où des jeunes qui sont paumés, etc., vous leur proposez un combat, vous allez vous battre pour votre identité, votre vraie identité, celle-là. Vrai ou faux, c'est pas le problème. Mais par rapport à quand même un Occident, enfin un Occident modernité, qui nous parle de quel basket on va choisir, quel vêtement, et tu as l'étiquette de ça, est-ce que tu as ça, tu as pas ça. C'est-à-dire, on a l'impression quand même
que ce qui se passe, et c'est pas nouveau, hein, bien avant le Bataclan et bien tout ça, c'est qu'ils disent, écoutez, nous, au moins, on a quelque chose pour lequel on est prêt à mourir. Et vous aviez ça il y a encore peut-être 50 ans, vous savez, ma patrie, mourir pour la patrie est le sort le plus beau, eh bien, vous l'avez complètement perdu. Nous, au moins, vous avez que, voilà, vos petites histoires commerciales, et nous avons autre chose. En tout cas, on peut comprendre, je n'ai encore pas du tout ni accepté ni adhéré, mais on peut comprendre que ce soit un aimant qui peut attirer beaucoup de gens paumés, perdus, et ne sachant pas. Mais vous touchez du doigt le vrai sujet. Je pense, comme vous, effectivement, que la perte de repères, la perte je dirais, d'un roman national, d'un destin national, de valeurs en règle générale, d'idéologie aussi, a laissé place vide à ces extrémistes en leur disant, oui, ils n'ont rien à vous proposer, hein, que de la décadence finalement. Nous, on vous propose autre chose. Et ça a été l'argument qui en a convaincu beaucoup. Donc, on a tout intérêt à faire un vrai travail, surtout auprès de ces individus qui se sentent à tort ou à raison discriminés, sans avenir professionnel, alors qu'en réalité, on le sait très bien, nos sociétés offrent, malgré toutes les difficultés, la possibilité de réussir quand on le veut véritablement. Eh bien, nous allons essayer d'avancer là-dessus. Je voudrais juste relire, c'est dans le livre, effectivement, de Georges Fenech, un témoignage, à part celui nous avons cité Philippe-Joseph Salazar, qui avait fait une chose assez formidable. Je voudrais juste savoir si, au fond, c'était par rapport au commissaire, par rapport, etc. Il y en a quand même, à un moment donné, je n'ai pas coché le passage, où ils vous ont dit, oui, on aurait pu peut-être faire autrement, on aurait pu peut-être agir autrement, et surtout, je voudrais vous citer ce que vous avez entendu cela, ça c'est un souvenir personnel. Quand je suis allé en Syrie pour les chrétiens d'Orient, Bachar el-Assad, on était un certain nombre de journalistes et de parlementaires d'ailleurs, nous a dit, et je voulais savoir si vous avez eu vent de cela dans votre enquête, enfin dans votre commission, qu'il avait décidé pour un peu, non pas rétablir les relations, mais geste de bonne volonté, d'envoyer à Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, une liste de djihadistes qui étaient entrés en France et qui pouvaient commettre des attentats. Et qu'à l'époque, peut-être pas Manuel Valls, mais ses services avaient dit non, on ne parle pas avec la Syrie, on n'a aucun rapport, on avait rompu la relation diplomatique, et donc on n'a pas vu cette liste dans laquelle il y aurait, je dis au conditionnel, il y aurait eu des gens qui ont sévi, notamment au Bataclan. Vous avez entendu parler de bien sûr, je me souviens, j'ai parfaitement souvenir cet épisode où effectivement Bachar al-Assad, qui essayait de se racheter, je dirais, une réputation sur la scène internationale, avait fait des offres de services, mais à l'époque la diplomatie française n'avait plus de relation avec la Syrie, et que Bachar al-Assad a été considéré, elle est toujours d'ailleurs comme ayant... Peut-être à tort là-dessus. Hein. Moi je ne porte pas de jugement, mais la rupture était bien consommée entre nos services de renseignement. Vous avez raison. Ah oui. Ah oui, ça. Mais bien sûr. Il n'y avait aucune relation. Non. Merci, non, j'avais posé la question à Europol d'ailleurs. Oui. Je l'avais posé la question au président d'Europol à La Haye. Il avait dit effectivement de mémoire qu'il n'avait aucun lien avec la Syrie. Merci Georges Fenech, vous étiez notre invité. Je rappelle votre livre, Bataclan, Paris, Stade de France, le procès, c'est aux éditions du Rocher. Vous retracez tout ce qui nous attend, mais également ces événements de manière très très précise. Je rappelle également que nous avons reçu Victor Roire pour son livre de témoignages de rescapés du Bataclan. Et puis tout de suite, Brigitte Lay, à demain.